capacités d'expertise domestique. Mais quand, en fait, vos propres experts pensent plus ou moins de la même façon que les experts du FMI Banque mondiale, ou aspirent à travailler au FMI et la Banque mondiale, bon, voilà, c'est comme si vous n'avez pas de capacité d'expertise. Donc, il faut avoir une expertise indépendante. Quand le FMI dit A, vous lui dites Z parce qu'on a ceci, on a cela. Nous, le travail qu'on a fait, bon, c'est un petit article, hein, mais on a regardé les projections du FMI, World Economic Outlook, la perspective économique de l'économie mondiale, bon, mise à jour 2 fois par année, etc. Et donc, quand on voit ça, bon, il y a des projections sur le Sénégal, elles sont fausses, grossières. Et donc, la question, c'est, est-ce que ça ne va pas entacher, en tout cas, d'autres indicateurs macroéconomiques, etc., et conduire à des conditionnalités inappropriées. Donc, il faut avoir des capacités internes, critiques, etc. Mais de toute manière, il faut une autre forme d'économie. Mais cette autre forme d'économie, ce n'est pas celle qu'on enseigne dans les universités. L'université, la macroéconomie qu'on enseigne, c'est la macroéconomie néoclassique. Elle est totalement incohérente parce qu'elle est basée sur des fondements monétaires faux. Et donc, c'est ça qu'on a. Donc, ça veut dire qu'il faut, en tout cas, prôner le pluralisme dans l'enseignement de l'économie. Mais est-ce que sur le plan de la recherche, il y a une alternative économique par rapport à ça? Mais il y en a, mais la preuve, vous avez vu des pays se développer rapidement comme la Chine. Mais tous les pays qui sont développés, ce sont ceux qui ont rejeté les principes du FMI, de la Banque mondiale. Parce que pourquoi je vous demande cette question, c'est que presque Nongo Samsila, vous êtes, bon, je veux dire, peut-être au Sénégal. En Afrique, il y a d'autres qui, surtout le Togolais, là, peut-être qui a parlé sur la question monétaire. Mais vous êtes des embellis dans la grisaille. On vous considère même parfois comme des idéologues, quoi. Ça veut dire que c'est pas, voilà, c'est des questions dépassées. Oui, mais bon, partout, c'est l'économie néoclassique qui domine. C'est pas seulement en Afrique. Mais nous devons nous transformer nos économies. Il y a des urgences, nos populations. Et donc les économistes, quelque part, sont responsables de la misère de nos populations. Parce que nous ne sommes pas arrivés à dire, voici des théories en adéquation avec nos réalités. Donc nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Pourquoi? Parce que nous prenons des cadres qui ont été élaborés ailleurs et nous les plaquons. Sans les questionner. Sans les questionner. Et même les indicateurs que nous utilisons, taux de chômage, PIB, etc., doing business, tout ça n'a pas de pertinence dans nos contextes. Mais nous les utilisons. Et c'est comme ça que les gens font carrière. Donc, mais si des gens comme vous sont en marge de l'université, est-ce qu'on peut, sortir de l'auberge? Non, mais c'est que la question, c'est il faut une autre économie. Je veux dire, tous les pays qui sont développés, ils ont créé des doctrines économiques nationales. Je veux dire, les États-Unis, quand ils ont fait leur guerre d'indépendance, on peut dire que quelque part, c'était au nom de la souveraineté monétaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'économie américaine, en tout cas les 13 colonies originelles, 11 colonies originelles, voulaient se développer rapidement. Et il n'y avait pas assez de monnaie dans l'économie. Ils disaient, nous voulons plus de monnaie dans l'économie, mais la métropole ne disait rien. Et donc, ils sont battus quelque part pour avoir leur souveraineté monétaire. Et donc, cette nation est le symbole des États-Unis du combat pour la souveraineté monétaire. Ils avaient un secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, qui était très brillant, qui a fait quelque chose qui s'appelle rapport sur les manufactures. Il a dit, si nous voulons nous développer, il faut nous industrialiser. Et nous n'accepterons pas le libre-échange de l'ancienne puissance coloniale, etc. Parce que sinon, nous n'allons pas nous développer. Nous n'allons pas rester sur les secteurs retardataires, etc. Nous voulons nous industrialiser rapidement. Et donc, il y avait des gens comme ça. Et donc, ils ont créé une doctrine américaine, l'école américaine. Les Allemands, ils avaient Friedrich List. C'est lui qui a théorisé la théorie de la protection des industries naissantes, Infant Industry Protection. C'est lui qui a théorisé ça, Friedrich List. Il faut que nous ayons un système national. Les Japonais, ils avaient eu quelqu'un qui s'appelle Osamu Shimomura. Donc, lui, il a écrit qu'en japonais. Et donc, c'est un de ses disciples qui a été prof aux États-Unis, qui est post-keynésien, qui a permis de connaître ses travaux. Et donc, qu'est-ce qu'on enseigne en économie? On vous dit, il y a une identité qui dit que l'épargne moins l'investissement est égal au solde extérieur. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous n'avez pas assez d'épargne, la seule manière pour booster l'investissement, parce que l'investissement qui permet la croissance et le développement à long terme, etc., c'est soit de réduire le niveau de vie de vos populations, ou de dépendre de l'aide étrangère, etc., des capitaux étrangers, des capitaux étrangers et de la dette en monnaie étrangère. Et Osamu Shimomura a dit non, ça ne marche pas comme ça. Nous, ce que nous allons faire, c'est le management du crédit.
C'est-à-dire que nous avons notre banque centrale, on va dire à la banque centrale de créer du crédit. Quand on dit crédit, c'est pas de l'épargne. Le crédit, c'est une création de pouvoir d'achat nouveau. L'épargne, c'est un revenu qui est constitué. Le crédit, c'est la banque centrale ou les banques commerciales qui, boum. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand les banques vous prêtent de l'argent, c'est pas l'épargne de quelqu'un qu'on vous prête. C'est une création nouvelle de pouvoir d'achat. C'est pourquoi l'argent ne peut jamais manquer. Donc, la banque centrale, elle fait toujours ça. Quand elle émet sa monnaie, elle crée une monnaie nouvelle. En tout cas. Et donc, ils ont dit, Ousmane Chimore a dit non, nous n'allons pas affamer nos peuples au dépend de l'aide étrangère, des financements étrangers. Nous allons dire à la banque centrale de cibler certains secteurs industriels et de refinancer les banques commerciales qui vont financer ces secteurs industriels à des taux très bas. Et c'est pourquoi dans tous ces pays, vous avez des taux de croissance fulgurants. Je veux dire, en une génération, ils ont éradiqué l'extrême pauvreté en Asie du Sud-Est, par exemple Taïwan, Hong Kong, tout ça, rapidement. Parce que ils avaient le banque centrale et ils pouvaient canaliser l'épargne et le crédit. Donc ça, c'est important. J'ai un ami qui a tendance à citer Lénine, qui disait que pour Lénine, la révolution, c'est à 90% la banque centrale. Je ne sais pas si c'est vrai, si Lénine l'a dit, mais il n'a pas tort. C'est-à-dire que vous devez avoir le principal agent... L'idée est pertinente. Oui, le principal agent de développement, c'est la banque centrale. La banque centrale, c'est elle qui doit donner l'impulsion. Elle doit être en coordination permanente avec le ministère des Finances, le Trésor. Donc, si vous n'avez pas cet instrument-là, vous n'avez pas une politique pour, en tout cas, canaliser le crédit et l'épargne vers les secteurs qui vont porter la croissance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que toutes les expériences de développement, vous avez eu des réflexions nationales. Parce que quand je dis réflexion nationale, c'est pas ignorer ce que les autres font, mais prendre le meilleur de ce que les autres font, éviter les idéologies, etc. Et à partir de là, construire quelque chose pour votre propre développement. Et avoir un cadre serein. Et nous devons faire ça. Mais malheureusement, nous ne faisons que du copier-coller. Maintenant, la dernière question, Nongo Samosila, c'est peut-être pour vous provoquer un peu. Parce que d'après mes sources, vous êtes l'économiste là, le plus convoité du régime en place. Vous refusez d'être dans les universités, mais il faut aider un peu le régime quand même. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, j'estime que mon travail, c'est un travail de... Il paraît que vous avez refusé d'être ministre. Allez, je me lance. Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas confirmé. Moi, je définis mon travail comme un travail de recherche. Malheureusement, dans ce continent, nous avons très peu d'économistes hétérodoxes. Malheureusement. Et donc, nous travaillons à promouvoir l'économie hétérodoxe et aussi à montrer, qu'est-ce qui pourrait être fait dans nos pays en pensant autrement. Et donc, ça... c'est un travail qu'il faut faire. Il faudra garnir davantage les troupes. Voilà. Mais il y a beaucoup d'adversité en face. Est-ce que... Oui, mais... est-ce que la nouvelle génération, la transmission aussi, est-ce qu'elle existe? Bon, il faudra faire des efforts, mais en tout cas, il faut avoir une masse critique. Parce que les grands changements, ce n'est pas le grand nombre, malheureusement, qui les réalise. Mais c'est la minorité critique à chaque fois. Toutes les révolutions sont faites par une minorité. Mais ce qu'il faut, c'est travailler à l'émergence de cette minorité critique. Là, il y a beaucoup de demandes de souveraineté monétaire, économique, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens s'asseyent, qu'on ait un consensus national. Parce que, après tout, on peut mettre de côté nos préférences politiques, idéologiques et on discute. Par exemple, quand on discute des finances publiques, comment les États dépensent, mais quand vous expliquez ça aux gens, personne ne peut réfuter. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. C'est comme ça que ça marche. C'est descriptif. Il n'y a aucune théorie là-dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment un cadre de débat, de dialogue serein. On laisse de côté nos préférences politiques, juste le terrain de la science pour dire que voici comment les choses marchent. Une fois qu'on comprend comment les choses marchent, on comprend quelles sont nos contraintes. Moi, quand j'entends dire que nous n'avons pas assez d'argent, nous n'avons pas assez de ressources, nous devons mobiliser, etc., en taxant, ça, c'est une approche qui est fausse d'un point de vue théorique et pratique, descriptif. C'est faux. Et donc, il faut que les gens comprennent comment les choses fonctionnent. Comme ça, nous pourrions orienter nos énergies, etc., dans la bonne direction. Et donc, ça, c'est un travail qui doit être fait, mais qui n'a pas été fait, en tout cas, avec suffisamment de punch. Il y a des gens qui ont tenté de le faire, les Samir Amin, les Tujang Poemi, etc. Mais à l'époque, leurs travaux n'étaient pas très visibles. Ils étaient visibles à l'étranger, comme quelqu'un comme Samir Amin. Mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites par ces personnes-là. Et donc, il faut bâtir à partir de ça pour avoir notre propre vision. Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans même révolution culturelle, intellectuelle, etc. Récemment, j'ai été en Chine et j'ai visité le musée du Parti communiste. C'est très intéressant. Et j'ai été frappé par deux tableaux. Le premier tableau,
c'est la balance commerciale de la Chine avant, disons, l'invasion et la domination de l'Occident. Parce qu'avant l'invasion et la domination de l'Occident, la Chine avait des surplus extérieurs. Et quand les Occidentaux ont commencé à dominer la Chine au tournant, disons, 1860-70, la Chine a commencé à avoir des déficits commerciaux. Et le deuxième tableau, c'était des monnaies qui circulaient là-dedans, des monnaies. Et on voyait ces pièces de monnaie. Et donc, quand vous voyez ça, vous pouvez comprendre pourquoi la Chine a maintenant des surplus extérieurs et pourquoi l'État a un total contrôle sur le secteur financier. Quand vous êtes en Chine, c'est pas, vous ne pouvez pas utiliser les moyens de paiement occidentaux. Vous ne pouvez pas sortir votre argent aussi facilement, etc. Tu vois. Et ça, c'est parce qu'il y a une connexion avec leur histoire. Absolument. Et ça, on le voit. Mais nous n'avons pas de connexion avec notre histoire. C'est pourquoi, 60 ans après les indépendances, vous trouvez des économistes qui disent « Ah, nous sommes contents avec le CFA ». Et quand ils disent « Nous sommes contents avec le CFA », ça veut dire que 60 ans après les indépendances, nous sommes incapables, nous-mêmes, de gérer notre propre monnaie. Parce que je peux comprendre que les gens disent « Nous voulons rester ensemble, avoir une monnaie unique ». D'accord, ça je peux comprendre. C'est légitime. Mais personne ne critique le fait que, jusqu'à présent, on a une banque centrale qui est sous la tutelle légale. Parce qu'il y a des accords, donc c'est légal. Sous la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Donc c'est comme si nous, 60 ans après, on n'a personne capable, 14 pays, de gérer eux-mêmes. C'est infantilisant à la limite. Mais c'est une humiliation. C'est une humiliation, oui. Et personne, parce qu'on peut parler des taux de change, etc. Mais l'aspect symbolique et moral. On vous dit qu'un pays comme les Seychelles, 100 000 habitants, a sa propre monnaie, sa propre banque centrale. Sa monnaie n'est fixée ni au dollar, ni à l'euro. Vous avez 14 pays, 200 millions d'habitants. Ils disent qu'ils sont des économistes, des financiers. Et personne ne se choque du fait que c'est le Trésor français qui contrôle leur banque centrale. C'est une aberration. C'est une humiliation. Mais voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion avec leur histoire. Absolument. Donc quand on regarde la Chine, eux, on voit qu'il y a une connexion avec ce qu'on nous a fait dans le passé. On ne va pas le répéter. Nous sommes prêts. Et donc, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il faut être prêt. Mais ça suppose qu'on comprenne l'histoire, qu'on comprenne notre histoire et qu'on travaille collectivement à avoir notre propre modèle politique, économique, etc. Mais pas juste à faire du copier-coller. Docteur Nango Samosila, j'ai été ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers amis internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission à compte